te souviens de cette promesse ? Grâce à la technologie, tu seras plus libre. Libre de travailler d'où tu veux, libre de commander en un clic, de garder le contact, de gagner du temps, de t'organiser, de t'épanouir. Plus besoin de perdre ton temps, ton énergie, ta patience, la machine s'en occupe. Et si c'était ça le piège ? Pourquoi est-ce qu'on se sent parfois plus surveillé, plus sollicité, plus dépendant que jamais ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de ne plus pouvoir décrocher, comme si chaque objet, chaque appli, chaque interface tenait un petit bout de notre liberté entre ces lignes de code ? Est-ce qu'on est vraiment plus libre ou est-ce qu'on est juste devenu plus docile ? À force de croire qu'elle nous libère, est-ce que la technologie n'est pas en train de nous attacher en douce mais avec notre consentement ? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans cet épisode. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design. Alors on n'est pas dans un sujet de philosophie mais un petit peu quand même, parce que c'est un sujet je pense qui peut parler à tout le monde et chacun va avoir son interprétation de tout ça. Comment ça va vous ? Ça va, très bien, très bien. Et toi, comment ça va ? On ne te pose pas la question. Toi, comment tu vas ? Écoute, merci de me poser la question. C'est vrai que c'est pas souvent. Moi, ça va. Du coup, tu lui as posé la question, tu m'as perturbé. Je sais plus quoi dire. Bah, t'es bien ou pas ? Non, en vrai, je savais pas par quel bout prendre cet épisode. Voilà, parce qu'en plus, on essaye de faire attention à pas rebondir sur trop d'épisodes qu'on a déjà fait. Donc, du coup, il faut attaquer le truc sous un autre angle. Et en même temps, en fait, c'est quoi la notion de liberté déjà en elle-même, quoi. Bah c'est ça, c'est déjà un bête sujet en lui-même et surtout tu peux l'interpréter sur le prisme du numérique, ce qu'on va un peu faire ici, le prisme de la tech et du design. Bon, vous le savez, sur Bubble, c'est ce qu'on aime bien faire, donc c'est sur ce prisme-là que moi je vais un petit peu orienter ma vision et vous allez le voir. Après, justement, chacun est libre de l'interpréter comme on a envie. N'hésitez pas à nous partager, votre vision de la chose sur Instagram, et si jamais vous voulez participer aux épisodes, vous pouvez nous poser vos questions via la boîte vocale ou alors mettre vos petits 5 étoiles avec un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Bien. Ça régale. En tout cas, je pense qu'on peut partir sur un petit peu cette promesse de liberté. Dès l'origine, chaque nouvelle technologie a été porteuse d'une sorte d'espoir d'émancipation. Internet, par exemple, d'abord, elle s'est présentée comme un immense espace de liberté d'expression. Je sais pas si vous vous souvenez la première fois où vous avez navigué sur Internet, mais c'était en mode « Attends, mais tu peux faire ça ? Attends, mais tu peux faire ça aussi ?» C'est vrai. Encarta, waouh, tu peux faire ça aussi. Encarta, j'avais les CD, c'était la folie. Ah, mais c'était une dinguerie. Et Mathieu, tu l'as connu, ça ? Bien sûr, tout à fait. L'encyclopédie Encarta. Exactement, j'ai adoré. Ce qui est sûr, c'est qu'en quelques clics, tu pouvais avoir accès à une connaissance de dingue, alors encore plus aujourd'hui, mais tu découvrais ce monde complètement dingue qui cassait les barrières, que ce soit financières ou géographiques. Ouais. Tu pouvais avoir accès à tout gratuitement. L'accès à la connaissance, c'est démocratisé. Exactement, c'est ça. Et jamais, je crois, dans l'histoire, on a eu cette possibilité de pouvoir communiquer avec le monde aussi librement qu'on le peut aujourd'hui, et d'autant plus maintenant sans barrière de la langue, tout est automatisé. Alors, je tiens à te rappeler un truc quand même, c'est que la liberté a s'arrêté au moment où ta daronne ou ton daron voulait passer un appel. Alors à l'époque, c'est vrai. Je peux te dire que là, tu te mangeais un chausson de l'anti-liberté en disant « Sors de là, je veux appeler quelqu'un, dégage !» C'est vrai, sur le Minitel, le petit coup de tatane, j'ai pas connu Minitel. Non, ouais. Mais même après, le 56K, ouais, c'est ça. Tu passais un appel, mon gars, ta navigation, c'était terminé. Et les appels à la maison, c'était fin. Tu te rappelles le bruit de AOLED ça. Et en fait, il faut le rappeler, voilà, la ligne téléphonique était occupée. Ouais. Ça veut dire que les gens pouvaient plus t'appeler. Et tu pouvais plus appeler les gens. Et tu sais que ce truc-là, le bruit, ça a un sens. C'était genre l'établissement de la connexion, machin, et le test de débit. Et tu l'entendais. C'est ça que tu entends. Moi, je pense. Et tu peux le voir. Il y a une vidéo, je sais plus, je l'avais vu la dernière fois, où tu as la visualisation 3D de ces ondes là pour justement la partie initialisation, réponse et du coup débit. C'est ça que tu entends le. Moi, je crois que c'était la première incursion de l'ASMR dans le numérique. C'est vrai. Aussi. Mais là, maintenant, ça donne un peu. Tu sais, c'est les trucs flashback, tu sais. Comme tu te rappelles de l'enceinte qui prédisait les appels téléphoniques ? Non. T'avais un téléphone à côté de toi, t'avais les enceintes sur ton PC et t'entendais et ton téléphone il sonnait. Ah oui. Tu te rappelles pas de ça ? En fait, les haut-parleurs ils captaient les ondes, les ondes des radios, je me souviens de ça, mais dinguerie. Putain, dingue. Alors saut dans le passé là. Ça je l'avais pas. Ouais. Gros saut dans le passé. En tout cas, je suis sûr tu l'entends, tu vas voir, tu vas capter. Je suis sûr, on va te le faire écouter tout à l'heure après l'épisode, tu vas voir. Et quoi qu'il en soit, quand il y a des gens qui ont vu qu'il y avait cette technologie qui arrivait avec toute la possibilité et surtout tout le
champ des possibles au niveau commercial qui arrivait. Il y en a qui se sont dit, tu parles bien qu'on va positionner nos produits dessus. Et ces produits, tu veux qu'ils soient achetés. Donc, tu veux conditionner les acheteurs à aller en direction de toi plutôt que d'un autre. Et là, ça a commencé à être une spirale. C'est comme la route de la liberté, mais avec des panneaux publicitaires. C'est ça. Alors moi je vais vous parler d'une scène qui a été un peu choquante quand je l'ai vécue. C'est à Vivatech. Alors c'était pas cette année, je sais plus c'était quelle année précisément. Il y avait un arbre solaire connecté où globalement n'importe qui pouvait venir charger son téléphone s'il avait besoin. Enfin c'est comme à la gare, tu sais, tu peux mettre ton téléphone, tu peux pédaler tout ça. Et là tu voyais plein de monde sous l'arbre sur son téléphone en train de naviguer, textoter, XY, et tu voyais un arbre avec plein de monde dessous comme ça. Oh, la dystopie. Et là, tu te dis, mais dans quel monde on vit? Dans un monde ça fait peur. Juste après, t'as un générique de fin, tu vois. Exactement. Dans la dernière saison. Et bien évidemment, quand on parle de liberté, on peut aborder les marques, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc. Toutes ces marques-là qui sont positionnées dès le début. Les GAFA, tu vois, même pas les GAFAM. Les Microsoft, ils ont du mal à s'y faire, mais je pense qu'à mon avis, ça les arrange bien de pas être dedans. Grave. Dans ce titre-là. En quelques années, il y a eu une ascension dingue de ces services. Et aujourd'hui, c'est des services qui sont incontournables. Et le problème, c'est que c'est impossible de leur échapper. Parce que tu veux pas utiliser Facebook, tu veux utiliser Instagram. Tu veux pas utiliser Instagram, tu veux utiliser WhatsApp. Donc à un moment, en fait, t'es pris au piège, tu restes dans cette atmosphère, et forcément, dès que tu commences à utiliser un service, ils ont tes données personnelles, tes préférences, tes habitudes, tes loisirs, et en fait, grâce à ces informations, ils peuvent aussi nous manipuler d'une certaine manière, axer le discours, proposer des publicités. Meta sont plein dedans. Là, il y a eu cette semaine ou la semaine dernière, ils ont commencé à déployer leur truc. Soit tu payes, soit on exploite tes données. C'est j'ai reçu ce truc là. Tu l'as reçu toi aussi? Il m'a dit tu payes ou on te met des pubs personnalisées ou non personnalisées comme tu veux. Moi j'ai dit je paye pas et je veux les pubs moins personnalisées parce que c'est pas non personnalisé, c'est moins personnalisé. Évidemment, oui. Et j'ai eu le truc, j'ai scrollé un petit peu et il m'a bloqué pendant 10 secondes une pub. Il m'a dit tu pourras reprendre ton scrollage après que tu as regardé. La tête de ma mère, c'est vrai, ça m'est arrivé tout à l'heure. Alors pas dans les réels, sur la page, tu sais la page Discover, je sais plus comment ça s'appelle, la première là où tu as toutes les publications, les photos de tes contacts et tout. Il m'a bloqué en bas, il m'a dit pas de souci, tu pourras scroller, t'attends 10 secondes. Ils sont forts en manque de respect. Mais on est arrivé sur un laboratoire de R&D là-dedans. Mais ils ont vu YouTube le faire, ils ont dit attends YouTube, vous mettez 30 secondes de pub maintenant, il y a 4 pubs avant les vidéos. Grave. Avant t'en avais 5, tu pouvais les passer, 5 secondes, tu pouvais les passer, déjà c'était interminable, à 30 secondes, il fallait se faire foutre. Il y avait un moment, j'avais des pubs de 1h40. Tu pouvais les passer au bout de 5 secondes. Ah oui, mais c'est une vidéo, T'as une vidéo complète dans ta vidéo. Ouais. Et genre, si t'es le soir, t'es en train de regarder ton truc et que t'as pas ta télécommande à portée de main, t'es bloqué à regarder la pub. Putain, si YouTube, tu m'entends, j'aimerais trop que tu te glisses dans une vidéo de Quentin, tu sais, pour me faire monter le nombre d'abonnés. C'est déjà arrivé. Hein. Que je sois une pub dans la chaîne de Quentin, ce serait incroyable. Et tous ces trucs-là, en fait, l'idée, c'est que forcément, quand t'as un produit comme Facebook, comme Instagram, qui est fondamentalement gratuit, ça repose sur des infrastructures qui sont quand même assez grosses. La logique, c'est que déjà, tu puisses amortir les coûts de ta transaction, du coup des charges nécessaires à faire tourner ton service, mais surtout vendre des trucs. C'est-à-dire que Facebook, ça propose quoi ? C'est de la pub, les gars. Facebook vit de la pub. Certes, ils ont des trucs en recherche, machin. Ils ont des marques. Ils ont comment ça s'appelle ils ont racheté Oculus pour faire tout ce qui est les MetaQuest, etc. Ouais. Mais faut pas se leurrer. C'est pas ça qui fait du chiffre chez Meta. Ça, c'est des side projects. Moi, ça me rappelle une époque où il y avait marqué Facebook sera toujours gratuit. Gratuit sans publicité. Sans pub et tout. C'est loin. C'est un beau rêve, mais à un moment donné, il y a une logique commerciale. En vrai, je peux vous rappeler l'adage. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Et il y a un truc sur lequel je voulais revenir que tu as dit, sur lequel je suis pas tout à fait d'accord, c'est forcément tu vas pas utiliser Facebook, tu vas sur Insta, tu vas pas utiliser Insta, machin, etc. Il y a des alternatives open source respectueuses de la vie privée et tout. Oui, le problème, c'est que c'est des trucs de geekos, les mastodontes, ces trucs-là que tu peux auto-héberger et tout. Le problème, c'est qu'à un moment donné, si tu veux converser avec des gens de ta famille et tout, tu vas pas les mettre sur ce genre de plateforme-là. Et il y a un truc aussi qui est très important de ce que tu es en train de dire, c'est que je suis totalement d'accord avec toi et on l'a vu, moi, par exemple, typiquement, on a vu pas mal de plateformes pousser autour des fois de YouTube qui essayaient de proposer la même chose
mais de manière sans pub, avec un côté un peu plus respectueux des données, etc. Genre, je pense à des Peertube et tout. Moi, j'avais opté pour un de ces trucs-là. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'il arrivait à absorber toutes mes vidéos sur YouTube, sur ma chaîne, c'était fait exprès, pour les mettre directement. Ça veut dire que j'avais même pas besoin de me faire chier à double publier. Ça le faisait automatiquement tout seul. Le problème, c'est que quand tu fais ce genre de choses, déjà, tu as envie de dire aux gens, bah, si je dis aux gens d'aller sur cette plateforme-là, bon, moi, ma monétisation, ciao, bye, et puis c'est un problème. Et puis, en fait, le problème, c'est quand tu regardes, il y a plein de gens qui disent, ah ouais, c'est génial. Tu regardes quand les vues. il faut y aller, il est vu, personne n'y va. Bah ouais, parce que derrière, les gens, tu veux toucher Évidemment. du monde. Tu vas sur les Mais plateformes qui touchent c'est du ça. monde. C'est con, ça. mais quand t'as un monopole, bah, t'es obligé d'y aller. Rien ne nous oblige à utiliser ces applications. Maintenant, la société nous contraint à le faire. Tu le disais parce que nos proches sont dessus, par exemple. Et puis, à un moment, tu veux commander un truc, le plus pratique, ça va être Amazon. Il faut se rendre à l'évidence. Ouais. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que on revient finalement, si on ne les utilise pas, à s'exclure de la société Tout à d'une fait. certaine manière. T'es dans un espèce d'étau, effectivement. C'est que c'est les GAFAM qui ont fait un service et qui, des fois, bon, vu qu'ils ont des moyens financiers, le font de manière très, très bien en termes d'expérience utilisateur. Tu vois, tout est bien pensé et bien foutu pour que, justement, on tend vers ces plateformes-là et qu'on n'aille pas chez la concurrence, ce qui est logique. Et en même temps, maintenant, en fait, ça a donné l'effet de masse. C'est-à-dire que même quand c'est plus le GAFAM qui est derrière cet emprisonnement, bah en fait, c'est le choix du grand public, le choix de la masse qui fait que toi, tu es pris entre les deux. Ça veut dire que bah, même si tu dis je ne veux plus rien donner au GAFAM, bah, en fait, derrière, bah, tu as le choix de la masse qui te dit ok, frérot, mais tu vas dans le coin là-bas et tu restes tout seul, tu nous embêtes pas. Et C'est demain, je peux vous rappeler que les Smart Cities débarquent avec toujours plus de trucs connectés, que ce soit nos smartphones, mais aussi les objets qui nous entourent, etc. Donc à un moment, on ne pourra plus refuser finalement le côté connecté. Mais c'est déjà le cas. Hein. Tu sais, moi, je vois beaucoup de gens qui parlent, ouais, Smart City, ouais, machin, les services connectés et tout. Déjà, un truc à la con, maintenant, les factures, tu les reçois plus par papier. C'est numérique. Tout est informatisé. Tu les reçois par email. Tu Carte les reçois sur tes d'identité, portables, etc. maintenant. Carte d'identité. Maintenant, on a France Identité, ce genre de truc. Tu peux t'affranchir de ta carte d'identité avec une application. Tes déclarations d'impôts, ils s'éloignent du papier pour aller sur les trucs-là. En fait, tous les trucs qui sont nécessaires un petit peu à ta vie de citoyen, c'est déjà numérique. Tu as des alternatives, mais qui vont tendre à disparaître, comme le téléphone analogique va disparaître au profit du téléphone numérique, comme le SMS va disparaître au profit du RCS, donc tout ce qui est vraiment basé sur les services Internet, parce que bah, tout passe par là maintenant, les gens ils veulent de Évidemment. l'instantané. En vrai, je préfère ça à juste le facteur qui se trompe ou qui passe juste pas. Mais c'est même pas le débat, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est déjà dans un conditionnement. Même la carte Navigo, tu peux l'avoir sur ton téléphone ou quoi. Bah, là, c'est pour Non, les mais Parisiens, c'est spécifique. Mais Je pense que le smartphone, c'est vraiment la symbolique de tout ça, parce que les gens qui veulent justement prendre la liberté de ne pas avoir de smartphone. Moi, je me souviens de quelqu'un qui, dans un reportage, qui disait j'ai horreur qu'on me siffle. Et du coup, c'est vrai que en fait, la notification, c'est comme si ton téléphone, il te sifflait comme Ah ouais. un clébard, tu vois. Et qui te dit, ah, Regarde-moi, t'as ci, regarde. t'as ça, t'as un Quel truc, enfer. machin. Eh. Et il y a un mec qui disait, ben moi, j'ai pas de téléphone, même de téléphone portable. Tu vois, tu peux même encore un peu plus loin. Au-delà du smartphone, tu peux aller même au téléphone basique. Il y a des gens qui disent, moi, quand je sors de chez moi, je veux pas de téléphone. Je veux pas être pris. Et ben, ces gens-là, en fait, ils vivent un enfer. C'est-à-dire que le prix de leur liberté, ça a un coût très difficile pour vivre dans notre société. Et Il y en a qui disent, on peut plus vivre, en fait, dans cette société-là, en ayant fait ce choix. Et même le smartphone, maintenant, c'est un terme qui est galvaudé. Le phone, on s'en fout. C'est un smart passeport, en fin de compte. C'est que c'est un passeport dans ta vie. On va revenir sur le côté dépendance au smartphone parce que c'est hyper intéressant et effectivement, je pense que ça englobe vachement, ça réunit beaucoup de parties. Mais sur plein Avant de trucs. ça, je voulais vous poser une question sur le côté objet connecté. Parce qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus, on en a déjà parlé à maintes reprises. Mais demain, on a nos montres connectées, on a plein de différents outils qui permettent de capter notre rythme cardiaque, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que on va à un moment lier ces données, on va être contraint de lier ces données, genre à la sécurité sociale, par exemple? Ben, je pense qu'il y en a pour lesquels c'est déjà le cas. Il y a déjà des données aujourd'hui qui font que tu peux avoir un service plus ou moins cher, que tu peux avoir une prise en charge plus ou moins chère, ce genre de truc. L'exemple le plus évident que j'ai là-dessus, ça peut être certaines assurances qui disent bah, moins tu roules, moins tu payes cher ton assurance. Bah, en vrai, Sauf qu'en fait, il faut partager les données. Alors, on ne parle pas de données médicales. Mais les données médicales, aujourd'hui, si tu parles de genre connecter un service en mode ton Apple Watch qui relève ton rythme cardiaque et qui constate que tu fais de l'hypertension et que du coup, admettons, elle te dit tu dois prendre rendez-vous à cette date-là et si tu prends pas rendez-vous après cette date-là, on va augmenter le prix de ton assurance ou de ta prise en charge santé, machin. Je pense qu'il y a un moment où on va y aller puisque les données, ils les ont. Aujourd'hui, il y a quand même une ségrégation qui est faite entre les services médicaux
et les services de santé, enfin les services de bien-être, je vais parler plutôt de bien-être dans ce cas-là, mais c'est une prise qui est juridique. Si tu achètes une smartwatch, une Apple Watch, etc., tu as toujours la petite ligne en petit. C'est pas un périphérique médical. Bien sûr, mais ils font ça pour se couvrir eux juridiquement. C'est pas dans l'intérêt du client. Ils te proposent plein de services, mais ils te disent si tu as une couille, tu peux pas nous attaquer. C'est pas un truc médical. Oui, si sachant que ils vendent quasiment le contraire dans leur discours marketing. Exactement. Donc c'est pour se couvrir eux, pour dire s'il y a un problème, tu peux pas te retourner contre nous. Ah, ça a pas détecté ton arrêt cardiaque. Ouais, c'est ça, ton arrêt cardiaque ou ton problème cardiaque de manière générale. Bah ouais, on t'a prévenu. C'est pas un périphérique médical. Et pour te donner de l'eau à tout moulin, en fait, Rewan, c'est que on le voit déjà, c'est le cas pour plein d'autres choses. En fait, ça fait partie du sens de l'histoire. C'est-à-dire que nous, on est l'ère, la génération. Je parle pour la nôtre. Qui arrive vers la digitalisation. Pour l'instant, il y a encore cette frontière entre, on va dire, l'ancien monde avant Internet, même encore en 2025, tu vois, et le monde où, en fait, le numérique, ça sera dans l'air. Ça sera comme de l'air qu'on respire, ça sera un truc immatériel, un truc qui sera dans notre inconscient collectif. Mais on le voit, par exemple, aujourd'hui, même dans l'assurance, on te demande si tu as un garage pour ta voiture, tu vois. Tout ce genre de petites choses qui fait qu'au final... en fait, les curseurs, à chaque fois, juste, ils bougent, quoi. Et donc, un jour, on te dira, est-ce que tu as un truc pour traquer tes données? Oui, non. Est-ce qu'on a accès via tes données médicales? Oui, non. Et tu auras peut-être des choses un peu dégressives par rapport au prix que tu payes. Est-ce que tu as une voiture qui pollue ou une voiture qui pollue pas? Et en fait, tout ça, c'est juste des curseurs qui sont en train de bouger. Et en fait, on nous prépare. C'est juste que là, pour l'instant, je pense que les assurances, parce que tu dis que ça existe déjà un peu, mais je pense que si c'est du déclaratif, t'es pas obligé. Et ça, à mon avis, ça doit se faire de manière un peu insidieuse. Tu vois, moi perso, je n'étais pas trop au courant, mais ça se fait de manière insidieuse parce qu'on se dit que si on le déclare un peu trop fort, trop haut, il va y avoir une levée de bouclier. Tu vois, genre délire, révolte un peu, parce que effectivement, c'est pas normal. Moi, de toute façon, on est tous d'accord. Je pense que personne ne veut payer plus cher ses assurances, donc on est bien d'accord. Mais je pense que malheureusement, et c'est là où c'est fort, c'est que plus la technologie prend le pas sur tout plein d'aspects, et comme tu es en train de le dire, l'assurance, la santé, et ça sera valable pour peut-être d'autres trucs, plus ça va s'intégrer comme étant une norme, ça va faire partie de la configuration de nos vies. Et du coup, en fait, on attend un petit peu que les dernières barrières tombent, je pense, et les assurances, ils iront pleine balle. Mais regarde tous les modèles aujourd'hui, des trucs en forme d'abonnement dont on avait déjà un peu parlé. Aujourd'hui, quand tu as quelqu'un qui te parle, « Oh, j'ai regardé sur Netflix, machin, tel truc. » Soi-disant, j'ai regardé une série et tout. Donc aujourd'hui, la plateforme de référence pour les séries, c'est Netflix. Tout le monde veut une série, tu penses à Netflix. Il y a Prime, mais c'est encore à la marge avec des guillemets. Quand ils sont arrivés à Netflix, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, regarde, on a tout ce catalogue-là, c'est pas cher, achète. Tout le monde a acheté. Une fois que c'est arrivé, ils ont augmenté les prix. Ils ont gardé un truc bas, mais le truc bas, ils ont dit on va mettre des pubs qui passent pas. Et petit à petit, ils te mettent la baisse comme ça, une fois qu'ils ont un marché sur le sol, et surtout que tu es conditionné. Tu kiffes la plateforme, tu kiffes ce qu'elle propose, et au-delà de ça, les gens autour kiffent, et ce qui fait que ça crée un espèce d'agglomérat de conversation de gens qui sont conditionnés également à regarder des séries, à bien aimer ça, etc. J'irais même plus loin, c'est qu'ils t'enferment dans un écosystème. Exactement. C'est ce que fait Apple, c'est ce que fait Android, voilà, Samsung, exactement etc. ce que je voulais te parler tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'ai cette anecdote dans ma tête où je me souviens qu'un de mes collègues de taf me disait bon là, les téléphones qui sortent sur Android, ça commence à être vraiment stylé, il commence à avoir vraiment un peu de form factor différents, des trucs comme ça. Il y a vraiment des specs incroyables. Il me dit j'ai envie de passer sur Android, et tout d'un coup, il s'est rappelé le nombre de thunes qu'il avait investi dans iTunes, dans les films, dans les musiques, dans les machins. Et je te parle d'une ère à l'époque, parce que là, aujourd'hui, c'est devenu un peu plus transverse entre les deux, mais à une époque où Apple Music n'existait pas sur Android, où tu vois, tu pouvais pas mater tes films. T'allais te faire foutre globalement. Le mec, si tu changeais. il a juste pensé à ça. Et dit, ah ouais, non, c'est mort en fait. Alors pour vous donner des chiffres, on parle de 90% des utilisateurs qui restent loyaux à leur système d'exploitation mobile, que ce soit Apple ou Android, lorsqu'ils changent un téléphone notamment. Et la fidélité à Apple est quasi fanatique, atteignant 94%, un niveau à peine croyable pour un produit de consommation quand même. Mais ils sont trop forts. Hein. C'est-à-dire que le conditionnement, il est tellement fort et l'écosystème est tellement bien et tellement, il y a tellement de synergie dans tous les périphériques Apple qu'aujourd'hui, tu veux te débarrasser, tu peux pas te débarrasser de ton smartphone. Tu te débarrasses d'un écosystème, c'est-à-dire que si tu as les HomePod, si tu as un MacBook, si tu as la Apple Watch, si tu as un iPhone, si tu as tous ces trucs-là, t'es foutu. Et le smartphone reste le cœur névralgique de tout ça. Tout donc, à fait. Si tu changes ça, finalement, le reste doit accompagner. C'est ça qui est compliqué. Et sans oublier d'ailleurs que Apple, là où il a été très très fort, c'est qu'il a réussi, je ne sais pas si c'est volontairement ou involontairement, à jouer du marqueur social. C'est-à-dire que moi, volontaire. le nombre de fois où les gens disaient si j'ai pas un iPhone, limite c'est un peu j'ai raté ma vie. Moi, t'envoies pas un message en bulle bleue?
C'est vrai, hein. Mais ça, c'est ça, tu rigoles, mais ça, c'était un marqueur de ouf. Aux États-Unis, il y a discrimination. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus où les meufs disaient, il y avait même un délire sur les meufs, genre un 9 sur 10, en termes 9 sur 10, mais ces messages sont verts. Ça devient un 5 sur 10 si le mec, il a pas iMessage ou même un 3, tu vois. Il y a ce truc-là. Il y a aussi le fait que, du coup, il y a des gens qui... Moi, j'ai entendu véridique. Je pense que c'était un peu sur le ton du second degré, mais... En fait, il y a toujours ce fameux truc, fond de vérité, tu vois, où le mec me disait, un pote à moi me disait, mec, attends, je vais pas aller à un date et sortir un téléphone Samsung. Ouais, non, là, dingue. La shame. Tu vois, je sais qu'il me disait ça un peu troisième degré, mais honnêtement, connaissant le gars, tu vois, je sais qu'en dessous de ça, il y a vraiment un fond de vérité en disant, mec, pour moi, genre, j'ai la classe, je suis un BG, et il faut que j'ai l'iPhone de BG qui va c'est avec. pour ça qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se traballent l'iPhone sans coque. Encore une fois, je shame pas. Moi, je suis juste en mode Quentin qui danse là, vous voyez pas, mais Quentin qui se dit ça. Moi, je suis dans la rue, je fais exprès de prendre un coup de téléphone pour répondre et que tout le monde voit que j'ai un iPhone 16 Je Pro. te jure, mais moi, Et je monte les capteurs pour montrer que j'ai le Pro Max. je l'ai, mais en fait, si tu veux, je suis content d'avoir un bel objet, mais je suis pas. Comment dire, j'ai pas dans le besoin de me représenter, c'est-à-dire que c'est pas un produit qui est positionnel, c'est pas un produit qui marque un statut social. J'aime bien parce que voilà, j'ai une bonne autonomie, j'ai un bel écran, je prends des photos. Pour toi, il marque pas un statut social. Pour moi, bien pour sûr, moi, c'est ce que je veux dire. Je l'achète pas pour ça, j'achète machin et je m'en fous, c'est un Samsung, etc. Rewan, ce qu'il fait kiffer, c'est le benchmark qui monte, tu vois, le Antutu qui alors, marche fort. ça, à l'époque de 2012, à l'époque de toutes les revues téléphones et tout, c'était incroyable. Et t'en as qui beaucoup de gens le Geekbench. Ouais, il y a 12 gigas de RAM et tout. Ouais, mais est-ce qu'il est mieux qu'un iPhone? Il est pas plus rapide? Non, bah, je suis désolé, mais je vais prendre l'iPhone et je comprends. Par contre, la partie dépendance à l'écosystème, à la marque, pardon, pas à l'écosystème. Je vais revenir sur mes propos. Si demain, Windows, ça devient de la grosse merde, ben tant pis, je passe sur macOS. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est à un moment donné, il faut rester conscient que le service que tu as, que tu payes, la marque te le propose, mais à un moment donné, si la marque n'est plus au niveau de prestation ou du niveau de qualité ou du niveau de tous tes critères auxquels tu t'attendais à la base ou qui était la clé de voûte de ce que c'était avant, bah change. Bien sûr. Oui, c'est un effort. Oui, c'est chiant. Moi, demain, s'il faut que je passe sur macOS parce que Windows, ça devient de la grosse merde, je le ferai. Si c'est pas macOS, ce sera Ubuntu, ce sera une distri Linux. Je vais perdre dans la démarche du temps et peut-être certaines qualités, mais en fin de compte, je vais pas m'enfermer dans le truc parce que c'est ce que j'ai connu. Ça, la fidélité avec les marques, c'est un truc que je ne comprends pas. Ça bride tout ce qui est innovation et ça crée une espèce de bulle d'enfermement en disant mais non, mais j'ai toujours connu ça et je vais pas changer. C'est une cage dorée. C'est une cage dorée. Ils construisent une cage dorée justement pour simplifier le processus, pour optimiser, pour rester confortable, et ça évite aussi à certains de s'évader avec des prix coûteux. On parlait de ton ami avec iTunes, il a pas envie de claquer de l'argent à côté parce que justement il a déjà tout ça, il a ce confort. Mais ça, c'est des anecdotes en plus qui datent d'il y a quelques années. Moi, je me pose vraiment une question là, je vais peut-être pas me faire des copains, mais franchement, honnêtement, il commence pas à y avoir un peu un syndrome de Stockholm du côté de chez Apple où tu sens qu'il y a... Enfin, moi, c'est les ressentis que j'ai parce que de plus en plus... Alors, le problème, c'est que quand il y a des annonces, on entend plus souvent les gens qui râlent que les gens qui sont contents. Mais ça, c'est partout, ça. Mais par contre, j'ai un sentiment en ce moment qu'il y a des gens, il y a une certaine frange de la population Apple qui en a un peu marre, là, qui seraient prêts à avoir envie de bouger, mais en fait, je trouve que cette loyauté-là, elle est devenue justement un peu un asservissement, c'est-à-dire que les mecs auraient potentiellement envie de voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs, juste pour peut-être tester, hein, ça ne veut pas dire que forcément ils vont être conquis, mais qui seraient prêts à bouger et qui par habitude, qui par vraiment, tu vois, c'est même pas que par habitude, c'est juste par l'expérience. T'as l'habitude, mais t'as les applications. Non, mais t'as les services qui sont liés. Je suis d'accord avec toi, mais même il y a des gens déçus qui commencent à être vraiment déçus par les propositions d'Apple, mais qui malgré tout finissent par rester, tu vois. Je vais trancher, je suis d'accord avec toi sur cette partie-là, sur la partie mobile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'iPhone qui était le fer de lance de Apple, t'as l'impression qu'il est un peu en perte de vitesse dans boring, le sens où il y a pas de truc. Chiant, quoi. Apple Intelligence, on en a parlé, ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'attend. L'innovation, tu regardes, ils ont fait leur redesign avec la bêta de, je sais plus comment ça s'appelle là, ce truc-là. Liquid Glass. Ouais, Liquid Glass. Quentin a fait une très bonne vidéo là-dessus. Je vous encourage à aller la voir. À côté de ça, ils ont quand même réussi à garder le pas avec les puces silicone qui sont un game changer dans le marché de l'ultra portable. Pour moi, là, c'est de l'aspect. Ça, c'est de la truc de barbu. Je parle vraiment aux gens du quotidien qui s'en fichent au final mais c'est ces gens-là. C'est justement là où tu as raison. Enfin, là où tu as tout dit, c'est que quand tu te poses pas de questions de savoir si ça fonctionne, s'il y a des gros benchmarks et tout ça,
aller chez Apple, Oui. c'est la porte d'entrée gratuite où tu es sûr d'avoir de la bonne qualité, peu importe ce qui va se passer. Et regarde, aujourd'hui, J'aime bien quand t'as dit Apple est gratuit. Microsoft a fait la pub de Apple en disant mais regardez la différence entre déjà la prestation de Windows par rapport à l'écosystème, par rapport au niveau de performance et par rapport aux mises à jour quand c'était Windows 10 et que c'était imbitable et que t'avais une chance sur deux que ta mise à jour elle pète tout et que tu dois tout réinstaller. Et tu vas chez Apple, t'as un produit qui est très beau, qui est très fin, qui fait pas de bruit, qui bug pas pendant les mises à jour, qui a une autonomie de fils de pute, qui a un son incroyable, au point où aujourd'hui, je te jure, en entreprise, les MacBooks, ça commence à remplacer les PC Windows. Il y a beaucoup, alors je vais pas rentrer dans les détails derrière parce que tu as beaucoup d'infrastructures qui reposent encore beaucoup sur des services Microsoft, parce que Microsoft c'est le leader en entreprise, mais côté expérience utilisateur, il y a beaucoup de plus de Mac qui arrivent à convaincre. Pour revenir sur la partie écosystème, etc., on a beaucoup parlé d'Apple, tu as tout ce qui est autour. Tu parlais de l'anecdote tout à l'heure avec ton pote qui voulait pas changer. Est-ce que tu te rappelles quand Facebook, ils se sont mis à faire plus que juste être un réseau social? Ils ont mis un navigateur. Ils ont mis une marketplace. Facebook Market. Ils ont mis des vidéos. Il y avait un moment où tu ne pouvais plus sortir de... Quoi que tu faisais, tu ne pouvais plus sortir de l'appli Facebook. Ouais. Tu ouvrais un lien, c'était le navigateur Facebook. Tu voulais acheter un truc, tu avais Facebook Et Marketplace. même quand tu ouvrais Facebook, tu avais plus ce que tu venais rechercher, c'est-à-dire les posts de tes potes, machin. Tu avais plus du De la contenu pub annexe et à tout. côté. Voilà, le marketplace mis en avant. Et ça m'a rendu fou. Tu avais les trucs business, ouais, tu avais les cartes pour aller là où tu voulais aller par rapport à si tu cherchais un resto, etc. Ça m'a rendu fou. Et je me rappelle, moi, j'utilise toujours Firefox pour juste ouvrir les liens dans mon navigateur et pas dans le navigateur Facebook qui était abominable. Et parce que je pouvais pas faire mes favoris, c'était un enfer. Donc, l'intérêt des marques aujourd'hui, c'est que déjà de t'appâter, de te faire venir, et une fois que tu y es, de te bloquer. Mais de te bloquer, c'est pas forcément de dire tu sors plus de l'appli. C'est de pas trouver de raison pour le faire. Oui, ou de te décourager si tu veux le faire. C'est ça. Tu vois, par exemple, là, je teste le Fairphone. Ils proposent 2 versions, celle avec Android, et ils en proposent une avec une version Android modifiée qui est EOS et qui est axée sur la partie dégooglisée. Tu veux dire iOS? Alors là, c'est EOS, exactement. Bravo, petit tacle. Et en fait, l'idée, Et c'est quoi? C'est le logo, l'esperluette? C'est E avec un / OS. Ah, ok, d'accord. Et en gros, c'est une alternative, c'est un Android, mais qui a été complètement, tous les services Google, tout ce qui traque de chez Google, tout a été retiré. Voilà, tu as vraiment l'OS pur de base. Donc, tu as un store, tu as tout, ils ont tout mis, tous les services que tu te vas retrouver sur un téléphone Android, un Drive, tu vois, un Maps et tout, mais sans le tracking de Google. Il y a plein de gens qui ça démange, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médias, de création de contenu et tout ça, qui se disent des fois qu'il faut se dégoogliser. On l'entend souvent, ça revient souvent par vague. Mais à chaque fois que tu veux commencer à t'interroger là-dessus et faire le pas, t'as un vertige, j'allais dire un vertige vertigineux. T'as un vertige de ouf en se disant, non, en fait, je peux pas quitter ça, quoi. Je vais me retrouver perdu, seul. T'as l'impression, le côté genre, je vais me retrouver seul. Bah, c'est intéressant parce que dans tous les cas, notre rapport aux marques, les marques technologiques notamment, elles jouent un rôle crucial dans cette notion de liberté, justement. Parce qu'on va choisir une marque par affinité, mais aussi par confort, parce qu'on s'est enfermé dans un truc. Et il y a aussi une notion à prendre en compte, c'est le modèle d'économie de l'attention. Parce qu'aujourd'hui, toutes les marques veulent avoir le contrôle sur notre attention. Sur donc ton que ce temps. soit YouTube, Netflix, Temps de cerveau disponible, toutes les applications. Et ce temps de cerveau disponible, toutes les marques essayent de l'avoir. Le convoite, ouais. Donc, que ce soit Apple, parce qu'ils veulent que tu restes dans leur écosystème à utiliser leurs applications. Netflix, c'est le gros truc sur quoi ils ont mis toutes leurs billes finalement aujourd'hui, capter ton attention. Et c'est ce qui crée aussi cette espèce de côté accro qu'on va avoir. Et ce qui est intéressant, c'est une phrase d'un ancien expert un ancien expert design chez Google, Tristan Harris, qui compare le téléphone à une machine à sous de casino. Globalement, à chaque fois que tu le consultes, on tente à chaque fois de notre chance pour voir quelle récompense on va avoir. Les messages, les likes, est-ce qu'on va avoir une notification le petit, et tout ça. Rush de dopamine. Exactement, le petit rush de dopamine. Et il y a un terme, moi, qui m'a pas mal choqué, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui m'a interpellé. Ouais. C'est sur le smartphone, il y a quelque chose qu'ils appellent la nomophobie. Globalement, ils ont observé chez certaines personnes des symptômes genre de manque d'anxiété, d'irritabilité, parce que t'avais plus ton téléphone avec toi. Ah, moi je l'ai ça, 100%. Ah ouais? Mais ouais, mais je l'ai déjà Genre expliqué. tu paniques quand tu sors Bien sans? sûr. Alors, même tu en parlais là, rappelle-toi, on avait fait un épisode où on parlait du distributeur
qui te donne une boisson et qui te confisquait ton téléphone pendant 10 minutes, tu vois. Ouais, le thé, Ouais, mais c'est moi, je clairement sais ça. que même. Alors, c'est très con, mais même dans la maison, mon téléphone, il est sur moi. C'est-à-dire que ça m'arrive de le poser, faut pas non plus Ouais, moi déconner. aussi. Mais je le pose parce que je sais que j'ai la montre et que ça va sonner si j'ai une notif, tu vois. Mais on en parlait, cette notion de putain, s'il y a un truc urgent et que j'ai pas le téléphone dans les mains, avec le fear of missing out, le FOMO, bah ouais, typiquement, ça rentre dans ce truc-là. Mec, moi aussi, quand je me balade de pièce en pièce, je prends mon téléphone. Mais c'est pas. Parfois, je fais machine arrière quand je sais que je l'ai pas avec moi. Mais voilà, exactement. Mais c'est pas en mode je l'ai parce qu'il faut que je sois en capacité d'ouvrir Insta à tous les moments. C'est juste si on m'envoie un message et qu'il y a un truc urgent, je vais être en capacité de pouvoir répondre. C'est la peur Non, moi, c'est pire que de ça. l'urgence. C'est juste, j'ai tout le temps envie d'avoir un fond sonore où j'ai envie d'écouter quelque chose. Alors, la musique, Tu ouais, sais, je on parlait l'ai, de moi, l'ennui, ça. etc. Mais même, tu vois, de toujours le FOMO, tu vois. Pareil, on parlait de ces épisodes-là. Je pars et tu sais, j'arrive plus à avoir un espèce d'instant de silence. Je sais pas, je traverse une pièce, je vais voir un autre. Ah non, il faut peut-être qu'il y a une vidéo sympa à écouter. Ah, c'est pas il y ça a le un FOMO. truc. Hein. Non, mais le FOMO aussi, quelque part, parce que je veux toujours écouter une actu, un truc. Tu vois, moi, c'est dans YouTube, je consomme beaucoup de ça. Ah en oui, fait. d'accord. Mais tu sais toujours être tenu au courant ou pas louper Mais un moi, en truc fait, à que chaque tu fois, considères important. moi, Ouais. en fait, mon utilisation un peu de YouTube, c'est vraiment toujours de l'information. Mm. Moi, je suis très abonné sur des chaînes d'actu, de tech, de machin. Parfois, il y a des trucs un peu différents. Mais clairement, je suis toujours en train de vouloir alimenter mon cerveau par de l'information. Vous faites partie des 61% de personnes sondées qui reconnaissent ressentir un besoin irrépressible de se connecter régulièrement, signe que l'usage peut devenir compulsif. Ah oui, bah oui, c'est clair. Il y a d'autres trucs aussi qu'ils ont montré. Alors ça, c'est des études de drogue.gouv, si vous voulez y aller. C'est Allez, 1000 DK il a dit les qui termes. disent que 84% des 17-34 ans avouent aller se coucher avec leur téléphone à portée de main. Rewan. Oui. Ouais, mais après, c'est mon réveil aussi, tu vois. Je pourrais le mettre dans une autre pièce et avoir le Ouais, réveil. Mais... les excuses, on les connaît. Ah non, hein, c'est pas une besoin excuse. de- Je sais très bien que. Achète-toi un réveil, filaire. Dans ces cas-là, il y a 75% qui le consultent dès le matin. Oui, bah, ouais, Allez, pareil. on y est, tous. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça crée de sortes de nouvelles formes d'asservissement insidieux. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec d'autres outils. Le numérique à travers le smartphone, ça en est. Et je pense qu'il y a aussi ce côté un peu particulier de se dire à quel point on peut être fusionnel avec son smartphone et les outils qu'on utilise dessus. On parlait des outils de Apple si vous êtes chez Apple, de Google si vous avez un smartphone Dans tout. Google, YouTube, Le travail. Netflix, le travail. En fait, globalement, on est plongé dans ce truc-là où notre liberté s'arrête à partir du moment où celle des autres commence. Non, c'est pas ça. la C'est citation. pas ça. Enfin, si, c'est la citation. Dans les mais- intérêts commerciaux des sociétés commencent. mais voilà, en fin c'est de ça. À compte. partir du moment où tu restes embrigadé par une marque qui t'a incité à continuer de l'utiliser et qui va te. Bon, on a déjà parlé des notifications dans un épisode, mais Oui. par exemple, un Duolingo qui va t'envoyer une notif en disant oublie pas ton cours d'anglais tout à l'heure, et bah, il va Mais- te permettre il va capter ton temps pour te retourner dessus. Ça encore, c'est une partie éducative, je peux comprendre. Mais moi, par exemple, les notifs Facebook, on avait déjà parlé, où genre c'est l'anniversaire d'eux, c'est les seuls dont je me sers. Mais genre, quelqu'un vous a mis un commentaire à la une ou participe à un événement, machin, je m'en fous. Arrêtez de. Je veux l'ouvrir quand j'en ai besoin, tu vois. Pareil dans certains réseaux sociaux. Donc là, tu as parlé de l'aspect plutôt, comment dire, fidélité à la marque et au service. Tu as la partie aussi plus discrète, tu vois, plus vislarde Insidieuse. du service. Ouais. Est-ce que tu as déjà entendu parler du terme qui s'appelle le biais de confirmation? Ouais. Le biais de confirmation, c'est quoi? C'est typiquement, tu vas aller chercher une info et tu vas être plus susceptible d'avoir la réponse qui te plaît. Et bah en fait, tout ce truc-là, toute cette espèce de conditionnement, il est aussi mis en avant par les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok. TikTok, c'était l'optimisation de l'algorithme a été fantastique, c'est pour ça que ça a si bien fonctionné. La C'est recherche que- Google. Hein. Là, d'une certaine manière, ouais, mais en fait, si tu veux, c'est une fois qu'on a compris à peu près quels sont tes sujets d'intérêt ou les choses que tu es le plus susceptible de passer du temps, de liker et du coup avec lesquelles tu as de l'affinité, ben on va te proposer que ça. Donc en fait, si tu as des trucs un peu complotistes sur ton feed avec lesquels tu interagis, ben on va t'en proposer plus. Donc à chaque fois, tu vas avoir des informations qui vont aller dans ton sens. Sauf que toi, du coup, tu te conformes dans ta position, tu n'as pas de truc qui crée de l'hostilité, puisque créer de l'hostilité, ça veut dire avoir un sentiment de répulsion vis-à-vis de la plateforme que tu consommes ou du service que tu consommes. Et les marques veulent pas ça. Mais- Elles Ouais. veulent te garder. Mais je vais même aller plus loin parce que tu parlais de, par exemple, si tu es un peu complotiste, tu vas avoir que des trucs qui vont aller dans ton sens. Mais je pense qu'en vrai, des fois, on tape un peu sur les complotistes, mais on pourrait aussi se taper aussi sur nous. Non. Parce que, en fait, le truc, c'est que le fait de t'enfermer dans ton biais de confirmation et dans ta bulle de confort là-dessus, tu t'autorises plus à aller voir. Moi, je sais que parfois, ça m'arrive de presque me forcer d'aller voir des trucs que j'estime potentiellement complotistes, pas pour essayer de
de croire en ce qu'ils me racontent. Mais par contre, j'ai besoin de comprendre quel est le cheminement de ces gens-là. Et en fait, tu vois, le problème, c'est que si tu refuses et que tu les bloques et que tu dis je veux pas les voir et que c'est, tu vois, tu rentres dans un rapport de. Je suis assez d'accord avec toi. La liberté on de est se dire, dans. je veux avoir le choix, tu vois. Oui, et puis surtout, on a une vision du monde un peu, partiellement Elle est contrôlée par uniformisée. des calculs commerciaux où justement, on va te montrer ce qui a le plus de chances de retenir notre attention, mais derrière nous, on va pas s'évader particulièrement en se disant, ok, c'est pas nécessairement ce que j'ai envie d'aller voir, ou tu vas pas te laisser penser librement de dire bon Non. ok j'ai envie d'avoir cette information alors que celle-là me conforte dans mon usage, tu vois. Le sujet des complotistes, c'est le sujet numéro 1 quand tu parles de biais de confirmation. Après, si moi par exemple j'aime bien les sujets tech, j'aime bien les sujets de cyber, etc., et j'aime bien les voitures, j'aime bien tout ce qui est sport mécanique, mon fil d'actualité c'est ça. Aujourd'hui sur Insta, encore une fois, il me propose du contenu avec lequel je suis j'ai davantage d'affinité pour me garder. Oui, mais tu vois. Et la merguez de bâtard. Ouais, mais La jamais. merguez de salopard. De salopard, La pardon. merguez de salopard. Ouais, mais par exemple, je sais que c'est un peu glissant, mais tu vois, il y a jamais ce truc où, par exemple, tu pourrais avoir dans un feed, par exemple, quelqu'un qui va essayer de te parler très sérieusement de pourquoi il considère que la Terre, elle est plate. Et toi, à chaque fois que tu vas faire un truc là-dessus, tu vas toujours trouver un truc comme quoi, avec le consensus général de la Terre est ronde. Parce qu'on est tombé sur la personne qui est allée jusqu'au bout de la Terre et qui a fait ah bah oui elle est ronde. Mais voilà, et même sur ce propos-là, en fait, si tu vas les avoir, mais ça va être genre les trucs de télé-réalité. Aujourd'hui, les gens, ils veulent aussi du sensationnalisme. Donc, les contenus où tu regardes, tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'il est con. En fin de compte, le con, c'est peut-être toi. Parce que, voilà, il y a de la moquerie et surtout, tu ressors avec un sentiment de supériorité en disant, mais regarde ce débile qui est là, qui fait le con, machin, je suis tellement meilleur que lui. Alors que non, c'est pas. Mais ça te conditionne dans son sentiment de supériorité. Tu ressors avec ton truc de dopamine, t'es content, tu vois. Mais moi, ce que je voulais dire par là, c'est que ça nous conditionne surtout sur le fait qu'on n'a plus la liberté de se dire tiens, je vais confronter mes idées avec ce qui que je ne partage pas avec les autres. Il y a un truc intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que de par l'information, on peut être conditionné, mais il y a aussi les interfaces qui sont créées pour ça, justement. On parlait de TikTok qui nous oblige en une seconde maintenant, si ton attention n'est pas captée, tu défiles. Mais il y a des gestes en UX, UI qui ont été poussés justement pour le marketing publicitaire. On peut parler du pattern en Z ou en F. Globalement, c'est le sens de lecture. Soit tu vas aller en haut à gauche, à droite, tu vas lire globalement la première phrase. Ensuite, ça va te faire chier, tu vas aller tout en bas pour défiler, mais sur les applications, on parle d'un pattern en F où tu vas lire sur une colonne verticale, mais tu vas aussi avoir tous les gestes familiers, le tap, le swipe. Dans les applications ou dans les jeux, tu as la gamification, tu as le contenu temporaire pour justement avoir aussi ce truc de FOMO. Même sur des applications comme Pokémon, je crois que c'est TCG, un truc comme ça, ils t'obligent de revenir à certaines heures parce que tu vas avoir un paquet gratuit. Donc du coup, tu t'habitues à avoir ce truc-là et finalement, tu contrôles plus. T'as plus la liberté de l'ouvrir quand t'as envie de l'ouvrir. Exactement. T'es poussé par les applications et par le service de manière générale. Et en ça, l'UX et l'UI joue un rôle crucial dans le design de l'application pour contrôler ton cerveau. Ouais, et tout à l'heure, je voulais juste faire un biais aussi, tu vois, parce qu'on pourrait élargir un peu plus le chemin. Il y a aussi le monde du travail où on te file un téléphone portable et certains se disent ah ouais cool, ça va me permettre d'être plus mobile parce que j'ai mon tel sur moi machin et tout. Mais en même temps, on est arrivé à un stade où on est obligé d'inscrire dans les règles du monde du travail le droit à la déconnexion. Ouais, tout à parce fait. qu'en fait, t'es chez toi, il est 20h, t'es plus censé travailler, mais tu peux toujours être sollicité par un mail d'un responsable, d'un machin, qui va toujours trouver les mots pour essayer de te faire comprendre que c'est tout de suite maintenant qu'on a besoin de ce truc-là. Et en fait, au final, ça devient un boulet à ton pied, en fait. On appelle ça la captologie. Ouais. Ou même c'est utilisé au cinéma où généralement tu vois des films français qui vont avoir une affiche bleue avec des trucs jaunes dessus, un titre jaune généralement. C'est pour capter ton attention de par les couleurs attrayantes, les notifications qui sont rouges, les boutons stratégiques bien placés. Enfin bref, ça en fait partie et c'est un package global, quoi. Et en France, on voit aussi comme on n'est vraiment pas bien avec le sujet du télétravail, tu vois. On sent qu'il y a vraiment un côté défiance, là où c'est censé apporter un peu d'émancipation de la part du salarié, qui pourrait potentiellement un peu gérer son temps tout en faisant son travail pour lequel il est payé, peut-être potentiellement. Alors après, je sais qu'il y a des entreprises, elles sont plus dans le délire, on a des heures, t'es là aux heures. Il y a des boîtes, c'est un peu à la con, je trouve, c'est genre, t'as tes heures à faire, du moment que tu fais tes heures, même si genre, sur l'instant du moment, on pourrait ne pas avoir besoin de toi à 15h30, mais qu'on aura besoin de toi à 18h alors que t'es censé avoir fini ta journée. Il y a un peu des fois ce truc, mais je vois le côté, on a voulu offrir de l'émancipation aux gens avec le télétravail et très vite, le naturel, il est un peu revenu au galop et aujourd'hui, on voit que c'est un sujet qui est très compliqué. Il y a des boîtes qui sont très à l'aise avec ça et qui disent, nous, tant que nos salariés, ils sont heureux et que quand on a besoin d'eux, ils sont présents et qu'ils font ce pour quoi
on les paye, et ben nous ça nous va. Et ceux qui disent non, on est plus à la traditionnelle, tu fais ton 9h, 17h, on veut rien savoir, même si tu tournes les pouces à un moment ou à un autre, tant pis. Et si on a besoin de toi à 18h, bah tant pis. Et bah voilà. C'est fou. Je trouve qu'il y a à la fois cette envie d'émancipation, mais on est toujours attrapé par un boulet au pied à chaque fois. Mais sur plein de trucs. T'as plein de services en fait. Je pense qu'il faudrait une semaine pour faire la liste de tous les petits trucs qui te conditionnent aujourd'hui. Je dis n'importe quoi. Bah, en ce moment, je suis dans une démarche, j'essaie de faire du sport et tout. Tu peux avoir les applis qui contrôlent ce que tu manges de manière à pas dépasser un certain seuil calorique, un certain seuil de glucides, un certain seuil de protéines, etc. Donc ça, tu te l'auto-imposes. Mais d'un autre côté, c'est encore une fois une autre forme de conditionnement qu'on te donne avec un service numérique. Tu vas avoir on a parlé tout à l'heure de tout ce qui est dans le domaine médical, encore une fois, avec tous les objets connectés qui captent certaines informations, qui disent mince, il faut que je me lève, là, il faut que je fasse du sport, etc. Encore une fois, c'est des trucs qui sont bons, mais dans lesquels on va se créer une sorte de dépendance. Et que je compare à Duolingo dans la mesure où là, c'est des choses qui sont mises en place de bonne volonté, qui sont censées être bénéfiques, encore une fois, apprendre une langue, être en meilleure santé, etc. Mais toutes ces manières de faire là dérivent aussi de meetings de marketeurs qui se sont dit ok, comment est-ce qu'on fait pour garder l'attention des gens et pour faire en sorte qu'ils utilisent notre service plutôt qu'un autre. Et tout ça, ça a commencé avec ce qu'on appelait à l'époque le SEO, la Search Engine Optimization, c'est-à-dire comment finir en haut dans une liste d'un moteur de recherche pour faire en sorte que les gens viennent davantage sur notre site plutôt que nous. Ça, c'est pour la partie numérique. Encore une fois, avant, tu avais les pubs, qui avaient le plus de pubs dans le pays, qui avaient la plus grosse action pour faire en sorte de connaître la marque. Et André Citroën l'avait déjà fait avec mettre son nom sur la Tour Eiffel. Tu savais qu'il avait fait ça, André Citroën, qui a créé la marque Citroën, qui à l'époque faisait pas du tout des voitures d'ailleurs. Il a mis son nom, Citroën, André Citroën, machin. Dans les publicités, pour la petite anecdote, il y a ce qu'on appelle la pub du directeur. Et globalement, les employés d'une boîte mettent les pubs de la marque du PDG sur son trajet du quotidien. Du coup, le mec, il sort de chez lui, il fait son trajet pour aller au boulot, il voit sa marque partout, il se dit putain, on est bon là, partout, on est grave bien et tout. Alors que parfois, c'est pas ce secteur-là, par exemple, les grandes affiches que tu vois dans la rue, c'est pas forcément ce qui va être le plus sujet à faire vendre. Ça va être plus ce que tu vas aller voir en ligne, des choses comme ça. Je sais pas du Mais tout. ils font le parcours du PDG. C'est-à-dire que le mec, il sort de la Meurthe-et-Moselle, il se voit partout. Par contre, sur les Champs-Élysées, il est nulle part, quoi. Exactement. Même pas mais parfois, c'est pour dire en fait, c'est beaucoup plus convaincant sur les réseaux sociaux. Mais le PDG voit pas l'impact parce qu'il se voit pas visuellement, donc il se dit merde, en fait, je suis dispo nulle part, les gens nous voient pas, etc. Et du coup, ils vont lui pour faire. Que le directeur marketing, il conserve bien son poste, ça. On le connaît. C'est la paix sociale. Il y a un domaine dont je voulais vous parler, c'est aussi le jeu vidéo, qui a été mis à rude épreuve à chaque fois sur ce côté liberté, et notamment c'est les médias qui en ont fait tout un plat généralement en disant il y a une grosse dépendance, les jeux vidéo vous permettent ils rabâchent un petit peu ces trucs là sur le stress du quotidien, comme quoi on sort plus de chez nous, tout ça. Exactement, on s'enferme. J'ai un autre point aussi sur le jeu vidéo, mais vas-y, on en reparle après. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on peut d'abord parler du côté bienveillant du jeu vidéo. On est tous gamers ici, on kiffe ça nous permet de nous évader. Il y a des jeux comme les MMORPG, Dofus par exemple. Et encore une fois, le jeu vidéo n'empêche pas qu'on fait des barbecues le week-end, qu'on fait du sport. Moi, je fais du sport une fois par semaine, tranquille, quoi. Mais au-delà de ça, il y a une dimension sociale au jeu vidéo. Tu as parlé de MMORPG, les Meuporg, encore une fois, c'est des jeux qui sont infiniment sociales. Exactement. Je comprends pas l'argument de dire que les jeux vidéo, ça isole. Il y a de tout dans les jeux vidéo. Je rajoute ma petite pierre à l'édifice. La VR, c'est pareil. Oui, mais encore plus. Ça isole, tu vois. Et alors qu'en fait, non, des fois, on se retrouve à l'intérieur des casques. J'ai des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux, sur les jeux et tout, qui sont encore des potes à l'heure actuelle, qui sont des gens que j'ai rencontrés au début du collège. Alors que c'était un orc, le mec, à la base. C'était un orc, même pas. Où je l'ai croisé sur un jeu, puis on a fait plein de jeux ensemble. Et encore une fois, la dimension sociale des jeux, c'est un truc de ouf. Et je comprends pas cet argument. Il y a plein de belles histoires autour de gens qui étaient malades. J'ai vu une histoire sur un mec qui avait une guilde de World of Warcraft ou un truc comme ça, qui était malade et qui est décédé. Et les mecs de sa guilde sont venus à son enterrement, mais genre d'autres pays. Et des trucs comme ça, t'en as plein, on n'en parle pas beaucoup. Tiens, une anecdote là-dessus, est-ce que tu vois qui c'est? Alors, j'ai plus son nom, je suis désolé. Lance Reddick. Si, Lance Reddick, l'acteur, tu sais, l'acteur noir qui fait le réceptionniste dans... Non, alors ça, c'est Wesley Snipes. Wesley Snipes. Qui joue le réceptionniste dans John Wick. Ouais.
Lui, il avait un personnage dans un MMORPG, je sais plus c'est lequel. Quand il est mort, en fait, ce personnage, il est à un endroit de la carte. C'est un jeu à monde ouvert, il est à un endroit de la carte. Quand il est mort, les mecs sont venus en pèlerinage ici et genre, ils se sont tous mis autour de son personnage dans le jeu pour lui prêter un hommage. Il y a plein de bons trucs comme ça qui viennent des jeux vidéo et je comprends pas les arguments de dire que ça nous enferme. Les jeux vidéo, ça libère. Ça peut être un défouloir, ça peut être un moment de réconfort, ça peut être aussi comme lire des livres. Même de créativité en vrai, parce que tu as une sorte de projection de soi que tu peux faire sur différents jeux. La VR est un bête d'exemple là-dessus, où tu peux créer dessus, tu peux discuter avec les gens, et puis même tu peux travailler sur tes réflexes. Je sais que tu fais pas mal de sport aussi un peu en VR. Et même le motion gaming. Pour te parler même de la liberté que ça peut apporter, moi j'ai des abonnés qui se confient à moi et qui m'en parlent et qui sont handicapés moteurs et qui peuvent plus se déplacer, sortir de chez eux. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il a déjà chialé en mettant un casque VR parce qu'il a pu voyager, retourner dans des endroits, voir des endroits qu'il n'a jamais pu aller voir, revivre des interactions avec des gens parce qu'il vit constamment enfermé chez lui. Et j'ai vu des gens me dire écoute, j'ai acheté un casque sous tes recommandations, j'en attendais rien, je l'ai mis, j'ai chialé. Voilà, tout ça. Mathieu, influenceur, le samedi soir. Influenceur chialeur. Je te jure, s'il y a des adultes ou des gens qui sont pas gaming mais qui ont des enfants qui nous écoutent, encore une fois, je le dis et je le dirai jamais assez, mettez Outer Wilds avec eux, s'il vous plaît, et suivez-les pendant qu'ils jouent. Faites ce jeu et venez me dire que le jeu vidéo c'est quelque chose de mauvais. Moi j'ai pas compris le jeu. C'est terrible. Mais c'est normal que t'as pas compris. C'est normal, c'est le principe du jeu. C'est du coup les compliqués. Hein. Ça va venir. Mais tu peux pas jouer à des jeux comme ça et te dire qu'il y a pas une histoire et pas comparer ça à des livres ou à des œuvres cinématographiques. Quand il y a un truc comme ça qu'on ne comprend pas, on a automatiquement de l'hostilité. Ah. Quand le cinéma s'est sorti, les gens ils ont dit que ça tuait la photo. Quand la photo s'est sortie, on dit que ça allait tuer la peinture. La peinture c'est fait, la littérature. Je pense qu'il y a un gros, c'est un peu comme les moments où tu vas avoir du terrorisme, un moment où tu vas avoir le Covid et tout ça. Les médias ont un impact très fort dans ces trucs-là parce que les personnes qui sont pas investies dans ce domaine-là ne voient que le prisme des médias. Et donc du coup, ça va être dépendance, ça va être abrutissement, compulsivité devant les jeux, énervement, etc. Donc en fait, ils vont le voir que sur ce prisme-là. Alors que rester connecté, lol, c'est pas que un truc compliqué, dangereux, c'est... Et il y en a aussi, tu vois, il y a des dérives où justement, aujourd'hui, les créateurs, notamment des jeux mobiles, c'est ça, tu vois, le Clash Royale. Bien sûr. Ma femme, elle joue à Project Makeover, tu vois. Où tu dois, pas c'est quoi. C'est un truc genre Candy Crush, où tu dois à chaque heure, genre tu continues de jouer. Tant que tu joues, tu gagnes. Tant que tu gagnes, tu continues de jouer, mais si tu commences à perdre, t'as 5 vies. Il va se faire casser la gueule à la fin du podcast. Et quand t'as 0 vie, globalement, tu dois payer pour pouvoir continuer ou attendre un certain nombre d'heures. Pareil, à l'époque, pourquoi Clash of Clans, pas Clash Royale, Clash of Clans, ça avait fonctionné de ouf, c'est que t'avais déjà t'avais la dimension sociale avec ta guilde, avec les attaques, etc., qui était très très fort, et quand tu te faisais attaquer, t'étais obligé de te connecter, et puis surtout, tu construisais des bâtiments, et tu devais attendre un certain temps que son bâtiment construise. Et quand t'es fini, il fallait vite te dépêcher de mettre un autre à construire pour optimiser, pour te dire putain, attends, est-ce que c'est fini? Merde, faut que j'y relance, machin. Acheter les gemmes à côté si tu voulais accéder. Mais tous ces trucs-là. Pokémon Go, il y a aujourd'hui des festivals, des gens qui se retrouvent pour célébrer Pokémon Go. Il y a eu un truc là dans Paris il y a pas longtemps. Donc, mais il y a les deux, tu vois, il y a le côté dépendance parce que les entreprises font exprès aussi de te maintenir, justement, on parlait du temps d'attention, ça en fait partie. Bien sûr. Mais il y a aussi un côté génial du jeu vidéo où tu vas amener à discuter, à jouer avec, même un Call of Duty finalement, où tu peux te dire c'est l'abrutissement. C'est je tue des gens, c'est les gens retiennent je tue des gens. GTA, c'est le pire. GTA, ouais, bon là, de toute façon, le plus gros souvenir, tu parles de GTA, mon père, le plus gros souvenir qu'il va avoir, c'est attends, j'étais avec Quentin, il me dit tiens, viens voir, regarde, je suis dans un hélicoptère, t'es avec qui? Ouais, c'est une meuf que je date. Attends, tu vas voir, je vais sauter de l'hélico et je saute avec la meuf. Et vraiment, tu parles de GTA, mon père, c'est le seul truc qu'il a retenu. Je suis dans un hélico avec une meuf et je la dégage de l'hélico. C'est vraiment le seul truc qu'il a retenu. Un jour, j'étais chez un pote sur GTA, pareil, c'est GTA San Andreas ou GTA Vice City à l'époque, et il roulait n'importe comment, et t'as son père qui dit mais tu peux pas t'entraîner au permis au lieu de rouler comme un mongol là. Je dis si. Alors déjà, c'est pas comparable, avec une manette et avec un volant, et ensuite c'est pas l'objectif du truc. Exactement. Tu vois, et vous faites pas avoir par les discours des politiques qui vous disent le jeu vidéo ça abrutit machin, ça crée de la violence et tout. Non, les gens qui créent qui sont violents ou qui ont des problèmes
psychologique profond avant de jouer au jeu vidéo. Le jeu vidéo n'encourage pas à être violent. Je trouve même que c'est l'inverse. Ça peut être un défouloir. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui a besoin d'évacuer son stress de la journée en faisant du sport, en se dépensant, tu peux avoir aussi, même si on ne le comprend pas, quelqu'un qui aime bien se détendre en jouant aux jeux vidéo, en regardant un film, en lisant un livre, ce genre de choses. Et c'est pas emprisonner les gens, c'est pas un abrutissement, c'est pas quelque chose qui restreint la liberté. La liberté, c'est aussi comprendre que certaines autres personnes peuvent éprouver un sentiment d'évasion autrement que par les supports que toi tu utilises. Mec, en fait, le jeu vidéo, c'est un des thèmes les plus excellents pour parler de la thématique qu'on est en train d'aborder, parce qu'on vient de parler de l'aspect culture du jeu vidéo. Il y a un autre aspect aujourd'hui qui fait que c'est le prisme de la liberté qui est mis vraiment à mal en ce moment dans le jeu vidéo, c'est que le fait qu'on possède plus nos jeux. Oui. On possède plus nos jeux. C'est-à-dire qu'avant, tu achetais ta cartouche, elle était à toi, tu la mettais, tu n'avais pas de connexion Internet, tu pouvais y jouer. Aujourd'hui, moi, je vois des vidéos de youtubeurs, donc à confirmer, mais de mecs plutôt, tu vois, calés dans le monde du jeu vidéo. C'est des gens qui on voit au chapitre et qui disent qu'apparemment, dans les conditions d'utilisation, je crois que c'est chez Ubisoft, ils te disent qu'il faut détruire le CD. Ils aimeraient. Alors, tu l'as l'anecdote. C'est pas une anecdote parce que c'est un truc de fou. Ça fait genre 2 semaines que je suis ça parce qu'il y a eu tout un schmilblick d'enchaînement. Je vais essayer de faire assez simple, mais globalement, il y a eu The Crew. Tu te rappelles de The Crew? C'est un jeu de voiture publié par Ubisoft. Du jour au lendemain, ils ont dit les gars, The Crew, on arrête. On éteint les serveurs. Tu vas me dire, bah ouais, c'est déjà arrivé plein de fois qu'ils éteignent les serveurs. The Crew, tu avais une partie solo, tu ne peux plus te connecter au jeu en quelconque manière. C'est-à-dire que si tu l'avais, tu cliques sur le jeu, ça te dit le jeu n'est plus disponible, on vous encourage à continuer votre aventure en regardant les autres jeux disponibles. Et en fait, l'argument d'Ubisoft qui dit on aimerait détruire les copies physiques du jeu après que le jeu est expiré, ils se sont rendus compte qu'apparemment, il y a 92% des joueurs qui jouent à des anciens jeux. Sauf que les gens qui jouent à des anciens jeux, c'est des gens qui n'achètent pas les jeux récents. Et donc, c'est des gens qui ne rapportent pas d'argent à la marque. Donc, encore une fois, ils voudraient contrôler la liberté à quel jeu tu joues pour pouvoir consommer en permanence. C'est pour ça que tu as le modèle du jeu par abonnement, le jeu as a service, etc. Et les conditions de licence qui font qu'en fait, non, tu ne possèdes pas le jeu, tu possèdes le droit d'utilisation du jeu qu'on est en droit de révoquer à n'importe quel moment. Par rapport à ça, tu as une initiative européenne qui a été lancée depuis un moment et qui vient il n'y a pas très longtemps grâce à le buzz d'un autre streamer Pirate Software. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'en branle, mais une initiative qui s'appelle Stop Killing Games qui a retenu, je crois, aux dernières nouvelles, c'est 1 400 000 signatures. De signatures pour que la loi soit étudiée au Parlement européen et donc protégée sur l'Union européenne, donc les consommateurs et ceux qui achètent du coup les jeux vidéo, en disant si le jeu il a une durée de vie, il faut que vous vous engagiez à le rendre disponible même après sa durée de vie, en pas fournissant le code source, pas en faisant que des jeux en solo, mais en donnant un moyen par exemple aux gens de pouvoir héberger leur propre serveur. Mais pire, par exemple. Voilà, parce que encore une fois, c'est une phrase que j'avais déjà prononcée, mais si acheter c'est pas posséder, bah pirater c'est pas voler. Ce qui est dingue, c'est que on parle du jeu vidéo avec les CD. Aujourd'hui, bah, effectivement, tu coupes ta connexion, t'as plus rien. Ouais. C'est la même chose avec les Blu-ray. Demain, un Blu-ray, tu le possèdes vraiment. Mais si tu l'as en 8K ou un truc comme ça, bah ça sur le CD ça tient pas. Comment tu le fais pour l'avoir? Et puis tu peux aussi les DRM. Et puis aujourd'hui Netflix peut s'autoriser à modifier n'importe quelle œuvre qui est présente. Ouais. C'était le cas au début avec les Disney, etc. Ouais. Parce qu'il y avait des phrases qui étaient plus politiquement correctes, etc. Enfin bref, c'est vrai que le jeu vidéo englobe vraiment, résume un petit peu l'aspect de la liberté. Et après, juste pour résumer sur la partie jeu vidéo, je pense que la liberté d'un joueur consiste aussi à savoir dire stop, tout simplement, à garder son contrôle sur son temps et pas sacrifier d'autres aspects de sa vie, tout simplement. Moi, il y a un dernier élément aussi que je trouve dramatique, c'est qu'au-delà de la liberté dont on est en train de débattre, le truc que je voudrais mettre en alerte, c'est quid de l'héritage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux jouer à ton ancien Mario des années 80, à tes jeux Sega, etc. Mais quand les jeux, là, les GTA 5, 6, 12, ils seront dans l'ordre du rétro gaming, ce qu'on appelle le rétro gaming, ces jeux-là, par exemple, un The Crew n'existera plus. Ouais, c'est un nom, ça veut dire que si tu as un jeu qui t'a marqué, que tu veux montrer à ton gamin, lui raconter une anecdote par rapport à ce jeu très précisément, de tel truc que tu as vécu ou que tu as ressenti, tu pourras plus le faire, en fait. Le nom, c'est du Vaporware. Ou du fumiciel en français. On peut peut-être finaliser sur le contrôle de notre liberté, le choix qu'on va pouvoir avoir sur des applications. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais le fait que ton GPS t'indique quel trajet prendre,
le fait que Apple Music, Spotify te recommande telle musique parce que d'après tes goûts, c'est ce qu'il faut que tu regardes. Netflix qui noie ta liste de trucs que tu as enregistrés pour sélectionner les émissions, les documentaires, les films. Pareil aussi. YouTube qui te propose des choses finalement, ou même on peut parler de TikTok qu'on a évoqué tout à l'heure, qui te montre même plus les personnes à qui tu t'es abonné, mais uniquement des choses que tu dois découvrir. Finalement, pour moi, c'est ce truc-là qui résume pas mal la liberté qu'on n'a plus sur les plateformes qui nous entourent et les plateformes sur lesquelles on va tous les jours. Je trouve qu'on n'a plus la possibilité de s'offrir la liberté de découvrir. Je pense que c'est ça aussi vraiment que je retiens dans tout ce que tu m'as dit. C'est-à-dire que, en fait, on est encapsulé dans un truc, dans un espèce de moule. C'est ça. Et c'est là-dessus. C'est même plus bizarre que ça parce que tu as l'illusion de découvrir. C'est-à-dire que tu as les plateformes comme Instagram qui vont plus te proposer le contenu de tes amis et de faire découvrir d'autres contenus, mais c'est d'autres contenus qui vont dans ton sens et qui vont faire en sorte qu'encore une fois, tu restes sur la plateforme et que tu consommes plus. Tous les petits trucs vislards de ouais, effectivement, moi j'aime bien la F1, je vois des trucs sur la F1, etc. Du coup, je lis, ça m'intéresse et tout. Puis juste après, j'ai une pub, tiens, il y a des places en promo pour un grand prix, tiens, il y a des Lego qui sortent sur la F1, tiens, il y a du merch sur la F1. Tu vois, tous ces trucs-là qui font qu'en plus, au niveau des interfaces, c'est fait de manière à ce que tu crois que c'est du contenu sur lequel tu t'es abonné, puis tu te rends compte qu'il y a un tout petit sponsorisé en bas à droite, là, bien caché. Donc tous ces trucs-là qui, comment dire, au niveau de tes algorithmes, te font croire que tu es dans quelque chose que tu as envie de voir et qui est susceptible de t'intéresser. Et vous pensez pas qu'il y a une sorte d'asservissement de regarder du contenu passivement ou de se dire t'as plus le contrôle sur toi, ce que t'avais vraiment envie de regarder. Mais vous l'avez, ce truc tout con de vous lancer Netflix ou Prime par exemple, vous aviez une idée bien en tête de ce que vous regardez, en fait vous êtes tellement abreuvé de contenu que vous scrollez pendant une demi-heure sur ce que vous allez regarder. Grave. Pour au final ne pas regarder ce que vous voulez regarder de base ou ne rien regarder. Ouais. T'as l'impression que t'as jamais autant de choix et t'as jamais été aussi dur à convaincre en mode ah putain je sais pas quoi regarder, t'es noyé dans un truc de contenu en mode oh putain il y a trop de trucs, je sais pas quoi faire sur un truc. Et même sur YouTube en particulier. Parce que même quand tu cherches un truc, t'as l'impression que 2 lignes en dessous, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire des créateurs que tu connais pas sur des sujets qui n'ont... Tu sens qu'on essaie de te ramener quelque part. Ouais, qu'on essaie de te rediriger gentiment. Tu dis, hey, regarde ça, tu voulais pas regarder ça, mais regarde ça quand même. Moi, il y a un truc qui m'effare un peu de ce qu'on est en train de se dire là. Au-delà même de la liberté et de l'asservissement, je trouve qu'il y a un truc qui va très bien se coller, une sous-catégorie qui est un peu flippante, c'est l'uniformisation. J'ai l'impression que plus ça avance, plus au final, on commence à être poussé à voir tous les mêmes choses, qu'il y a une espèce de globalité. Un conformisme. Et voilà, et au final, on cultive plus du tout la différence. Voilà. Moi, c'est vrai que... Sur YouTube, tu veux dire ouais, mais dans tout. Okay. Que ce soit, tu vois, dans Netflix, dans plein de trucs. Au final, tout nous ramène à un espèce de... Parce que c'est ça qui marche. Et parce que les autres, c'est ça qu'on abreuve à tout le monde. Exactement. C'est ce que je pensais en fait. C'est pour ça que je t'ai posé la question sur YouTube, parce qu'il y a une sorte de codexification, si je puis dire, en fait, aujourd'hui, c'est ce genre de miniature qui fonctionne, donc il faut faire ça. Ce genre de contenu qu'il faut faire, donc ce genre de titre. Et à 7 heures bien précise. C'est ça. Ouais. Et Netflix reprend le même truc de chacun, tu vois, les trucs. Moi, je sais qu'en plus, tu vois, rien à voir. Je vais te parler de ma jeunesse, mais tu vois, j'ai grandi en quartier, dans une cité, et en fait, c'est vrai que dans la cité, on avait beaucoup de mal avec le mec qui était un peu différent. Le premier exemple qui me vient à l'idée, c'est, je me souviens de l'époque où en fait dans les quartiers on avait tous plus ou moins les mêmes codes, stéréotypes, etc. Et que par exemple le mec qui était gothique, lui on le calculait tu vois, par défaut, tu vois, on dirait ah non. Et je trouve que après en grandissant tu prends de la sagesse et tout ça, et aujourd'hui moi perso voilà, j'ai grandi là-dessus et ça fait partie je pense peut-être d'une transition logique. Et kiffe les gothiques maintenant. Ouais, enfin en tout cas maintenant je suis très ouvert, je m'arrête plus à l'apparence de quelqu'un. J'essaie de combattre un peu, tu sais, le délit de sale gueule, tu vois, quand quelqu'un tu dis ah ouais mais en fait tu le regardes comme ça devant, tu dis ah, mais en vrai on n'aurait rien à se dire ou rien à échanger. Il a la tête que seule une mère peut aimer. Voilà. Et du coup la phrase de fou, je l'ai tuée. Mais je suis assez d'accord avec toi dans le sens où au départ t'es un peu hostile à ce qui est différent et puis maintenant en fait t'as appris à comprendre le fait que c'est dans cette composition, dans cette mixité en fin de compte, c'est ça. Que tu peux avoir la liberté d'aller vers des choses que tu as envie ou pas d'aller, mais pas nécessairement repousser parce que c'est différent. Et qui te constitue en fait. Ouais. Typiquement, alors il y a les goûts qui restent, tu vois, il y a quand même le goût de j'aime bien ou j'aime pas un truc. Mais par contre, je trouve que ces plateformes-là,
Alors, ça existe, honnêtement, on va pas se mentir, ça existait bien avant l'ère du numérique, hein, bien avant l'ère d'Internet. Moi, par exemple, on peut Non, mais voir... les journaux te conditionnaient déjà à l'époque. Oui, mais par exemple, sûr, tu ouais. vois, moi, j'ai vu des pays comme, par exemple, quand j'allais au Portugal, à une époque, c'était beaucoup plus différent que ce que... Tu vois, c'était pas non plus... C'était pas carrément autre chose que la C'est France. bien plus Mais lisse. il y avait ses spécificités au Portugal et tout. Aujourd'hui, maintenant, quand tu vas au Portugal, bah, tu vas à ton Leclerc, tu vois, tu consommes à peu près globalement les mêmes produits un peu partout sur la planète. Je dis ça parce que c'est le Portugal que je connais bien, mais j'imagine que ça se trouve, tu vas aux States. Bon, bah, même si c'est pas exactement les mêmes trucs, c'est toujours un peu les mêmes produits. Et en fait, on perd un peu le côté, ce qui fait que la spécificité de chacun et autre. Et je trouve que ça, bah, le monde numérique qu'on est en train de voir là, avec les Netflix, les YouTube, les trucs, les playlists de musique qu'on te fait, qu'on te propose et tout, au final, t'es noyé dans un truc uniformisé et tout le monde se ressemble et on perd un peu ce côté caractéristique. Dans un registre un peu identique, tu sais, je parlais tout à l'heure comment dire, de la dépendance smartphone et surtout de la peur de louper un truc. Quand tu as une actualité, que tu vas dessus, tu es systématiquement proposé par d'autres contenus qui sont susceptibles de t'intéresser. Ça m'arrive des fois sur Insta de trouver une news qui est intéressante et que je suis, machin, parce qu'il y a un créateur qui a fait un article qui explique un peu le truc dans un format que j'aime bien. J'aime bien quand ça est précis, rapide, machin. En général, bon, t'as 30 secondes de merde au départ parce que le mec, il donne du contexte pour son watch time, allez, vas-y. Et direct après, t'as de la merde. Sauf qu'en fait, du coup, sur 100% de temps, tu vas avoir 5% d'infos utiles et 95% de temps où tu vas scroller dans des trucs inutiles, mais t'as été amené là. Si tu veux, dans ta plateforme, t'as été amené, t'as été En fait, appâté par mais le parfois truc. tu découvres des belles choses, hein. Moi je sais qu'il y a beaucoup de moments où ce que j'aime bien notamment, et c'est l'exemple qui me paraît le plus évident, c'est quand je mets un artiste que j'aime bien. Va y avoir aujourd'hui ce qu'on appelle la loupe, où ça va aller te chercher du contenu un petit peu similaire, des musiques un petit peu similaires sur Apple Music, et je pense que ça existe pareil sur Spotify. Enfin, je le sais, ça existe pareil. Et généralement, je suis toujours ultra étonné parce que je découvre plein d'artistes que j'adore. Et je suis un mec qui écoute jamais la radio, je regarde pas de chaînes spécifiques sur des nouveautés d'artistes, etc. Je découvre essentiellement comme ça. Et donc ça a aussi des bienfaits. Enfin, au moment, l'algorithme sert aussi à ça, Oui, même c'est s'il ça, est bien un sûr. peu pervers sur Bien certains sûr, axes. bien sûr, ouais. C'est juste que potentiellement, il va peut-être éviter de. Il va pas prendre le risque d'essayer d'aller à contre-courant de ce que Ouais, tu veux. Pour peut-être complètement. te faire découvrir un truc que tu vas kiffer. Ah, il mais va qui pas me sera proposer du complètement- métal. Exactement, tu vois, C'est typiquement. ça. Alors que ça se trouve, il y a un groupe de métal, t'écouterais, tu dirais. Ouais, c'est cool en fait, tu vois. Donc ça, c'est un. Tu vois, et d'ailleurs, typiquement, ce que tu dis est très juste parce que moi, du coup, j'étais dans ma cité avec tous mes codes de banlieusard archétype de j'écoute du rap Sniper et et tout. Mon tout. frère, il a viré dans du rap, dans du métal, pardon. Et du coup, il avait un groupe et tout ça de musique. Et honnêtement, il y avait ce côté rejet automatique de ma part. Mais il y a quand même des morceaux, Metallica, Iron Maiden, tu vois. Je peux te citer des noms de groupes, tu vois, Megadeth, tout ça. Et il y a des morceaux. Putain, je dis, en fait, il y a des trucs que j'aime bien, en fait. C'est juste que comme ça correspondait pas au goût de la masse, j'ai peur de te sentir un peu à l'écart. Bah, tu sais, c'est les fameux. C'est la sécurité. Ouais, et puis c'est les fameux trucs que t'aimes, mais que t'as honte, tu vois. Et on revient dans le sujet, tu vois, c'est un peu le truc que tu connais, c'est un peu le groupe que tu t'es formé autour du rap, etc. Parce que c'est les gens ce qu'ils font, et ça reboucle sur le sujet au départ en disant, bah Apple, j'ai un iPhone, donc je veux des gens avec qui ont un iPhone parce que ça me positionne, parce qu'il y a une acceptation du truc, et puis parce que c'est encore une fois, ça te positionne dans une certaine catégorie de personnes qui rentrent dans des certains standards. Alors, c'est pas forcément le même ressenti, parce que là, encore une fois, on parle de produits positionnés et tout, mais en fin de compte, c'est un sentiment d'affiliation à un certain groupe plutôt C'est ça. qu'à un autre, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les séries, que ce soit pour un produit, ce genre de choses. Et je passe juste du coq à l'âne, mais il y a un truc qui vient de me refaire tilt parce que tu vois, on discute et du coup, moi, dans ma tête, ça charbonne à mort. Il y a un des trucs qui montre bien l'asservissement qu'on vit sur les réseaux, si on avait encore besoin de s'en convaincre. Il y a pas longtemps, j'ai fait une formation YouTube, tu sais, parce que je suis YouTube partenaire et du coup, je suis suivi. Et il y a un truc qui a été fou, c'est qu'à un moment, on parlait statistiques, tu sais, voilà, au niveau miniature et des choses comme ça, et pour essayer de savoir un peu l'audience ou de voir ce qui marche pas. Il y a quand même un moment, quelqu'un de chez YouTube qui nous dit parfois, c'est bon de se déconnecter de son compte, de passer son navigateur en navigation privée, d'ouvrir YouTube pour aller ressentir, je sais plus c'était exactement à quel propos, mais quelle tendance Un ou truc un peu quelle, neuf, ouais. tu vois, ou pour avoir voilà, savoir ce qui marche, ce Sortir qui de marche pas et l'algo, tout. quoi. Et en gros, il nous déconseillait de justement de s'affranchir de toutes les datas que la plateforme a sur toi pour sortir de ce conditionnement.
pour pouvoir s'enrichir, nous, en tant que créateurs de contenu, pour, voilà, si on a besoin d'avoir des confirmations sur un ressenti ou sur un truc comme ça. Ce qui montre que c'est assez ouf, en fait. Il y a vraiment cette emprise qui est sur nous, quoi. On parle beaucoup de bulle de confort. Il faut savoir que cette bulle de confort, ce qui se cache derrière, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est cette fameuse cage dorée. Et il y a pas, faut pas tomber dans les extrêmes aussi, d'un extrême ou d'un autre. Bien Je sûr. pense qu'il convient aussi de rappeler une chose essentielle, c'est que la technologie, c'est un outil qu'on a entre nos mains. Et aujourd'hui, c'est à nous de garder le contrôle sur la finalité de ces innovations et comment on va les utiliser. C'est, je pense, le meilleur conseil qu'on peut vous donner pour finaliser. Soyez conscient de ce que vous utilisez, C'est ça. soyez conscient de la responsabilité que vous avez à la fois vous en tant qu'individu, mais en tant que membre d'un groupe également, de ce que vous véhiculez au travers du contenu ou des plateformes que vous utilisez. Je suis pas forcément d'accord avec le truc que tu disais dans d'autres épisodes, vivons heureux, vivons cachés, mais c'est juste vivons de manière consciente avec les services qu'on utilise. Et surtout, ne soyez pas fidèles à quelque chose parce que ça a été quelque chose. Vous consommez un service, vous consommez du temps. Faites en sorte que le service que vous consommez soit en adéquation avec vos principes éthiques et surtout à ce que vous voulez que le service vous fournisse. Si demain, ça ne fonctionne plus, il y aura toujours des alternatives. Il y aura toujours des gens qui feront ça mieux ou qui feront ça différemment. N'hésitez pas à y aller ou au moins à tester. Non, et je suis d'accord. Et vraiment, je te rejoins là-dessus. C'est vraiment la lucidité qui est importante pour moi. Et C'est-à-dire l'objectivité même. Je suis d'accord avec toi sur la lucidité et l'objectivité. Comme on dit, il y a plein de bienfaits dans ce qu'on nous enferme, tu vois. Typiquement, quand tu es chez Google, tout est à disposition, tout est gratuit, tout est facile à prendre en main et ça s'est greffé au cœur de ton écosystème numérique. Quand tu es chez Apple, tu viens pour la transparence de l'expérience où tu vas passer d'un appareil à un autre, des tâches vont se faire de manière fluide et tout. Le seul truc qu'il faut se garder en tête au final, c'est pas de rejeter tout ça en disant je veux pas être le mouton ou le dindon de la farce, mais plutôt de se dire, en fait, il faut savoir s'utiliser l'un l'autre. C'est-à-dire que oui, les GAFAM nous utilisent, mais nous, il faut aussi savoir les utiliser. Et juste se dire à un moment, ne pas s'empêcher de se dire, tu sais quoi, là, j'ai envie de me bousculer, j'ai envie de tenter de prendre ma liberté. Sortir de ses habitudes. Et de prendre ta liberté, de dire, je vais aller consommer un truc qui est hors configuration que j'ai habituellement. Je pense qu'en fait, c'est ça. Le plus important, c'est que pour garder sa liberté, il faut juste faire preuve de lucidité. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on aime être dans cette cage dorée, et il y a des moments, on a envie d'ouvrir la porte et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Faut vivre, expérimenter, tester. En tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Ciao. Ciao.